Ce mois-ci, nous avons la chance de vous présenter Odile Carito. Elle s'est prêtée au jeu de tous pour répondre à vos questions. Vous êtes venus partager un moment avec l'artiste. Nous espérons que les réponses auront été à la hauteur de vos recherches. Merci d'être nombreux à venir et à regarder nos vidéos. Pensez à vous abonner. À très bientôt. En France, on a une période d'enluminures qui sont vraiment extraordinaires. Le Moyen-Âge, c'est très beau. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que dans la prochaine exposition que je vais faire au Villa, j'ai essayé de mêler une dame de Heian qui était Seishonagon, qui était donc une dame lettrée du XIe siècle. Et je fais référence à notre Moyen-Âge ici en France par le biais de la dame à la licorne, de cette tapisserie qui est magnifique. Et effectivement, on n'a pas. J'ai trouvé, moi, un manque quand je regardais justement toutes ces reproductions. Je trouvais que le Moyen-Âge en France n'était pas tellement diffusé, malheureusement. Et ces enluminures et ces peintures ne sont pas tellement diffusées. Et c'est regrettable. Parce que je suis allée chercher ailleurs aussi quelque chose qui n'existait pas chez nous, malheureusement. Alors voilà, j'aime bien mêler l'Occident et l'Orient et faire des références parce qu'il y a des ponts qui peuvent se créer. Et là, entre la dame Seishonagon et la dame à la licorne, j'ai essayé de faire un pont, un petit pont bien sûr, par la pratique de ma peinture, parce que je fais référence justement à ces deux personnes. Il y a des choses dans la connaissance de la nature qui se rapprochent. Et au Moyen-Âge, la nature, les jardins étaient très importants aussi. Maintenant, notre siècle est vraiment très compliqué, trop compliqué, je pense. Et moi, je constate, c'est un grand regret pour moi de voir que, ben voilà, on ne prend pas ce chemin-là, malheureusement. Or, c'est ce qui nous a fait naître. Et si on perd tout ça, on perd une grande partie de nous-mêmes. Est-ce que vous connaissez le shintoïsme? Oui. Parce que c'est grâce à ça, c'est shintoïsme, c'est que le Japon. C'est dans le japonais. Et donc, dans la nature, dans les objets, partout les dieux. Et surtout dans la nature, par exemple, si on regarde les fleurs, il y a les dieux. C'est comme ça on a développé ce sentiment. Et puis, toujours garder, parce qu'il y a des temples partout au Japon. Et pour, par exemple, pour se marier, c'est shintoïsme. Et pour mourir, c'est bouddhisme. C'est un peu comme ça. Moi, j'ai beaucoup aimé le Japon aussi, parce que justement, il y a cette grande tradition du Shinto qui est restée. Et ce que je ne pouvais pas dire, moi, ici en France, parce que les Occidentaux m'auraient regardé avec des yeux ronds en disant « elle raconte vraiment n'importe quoi, c'est pas possible ». Quand on parle de ça au Japon, les dieux, évidemment, tous ces dieux qui existent dans la nature, et que l'on sent ici aussi, bien sûr, parce que la nature, elle n'existe pas qu'au Japon, sur toute la terre entière. Et d'ailleurs, le chamanisme qu'on trouve dans certains endroits du globe, c'est issu aussi de cette présence de la nature et de cette habitation de la nature. Donc, ce que je ne pouvais pas exprimer ici, je pouvais avoir un dialogue au Japon avec les Japonais parce que c'est quelque chose qu'ils comprennent et qui est évident pour eux. Chez nous, on a tout perdu, absolument tout. Il n'y a guère que les alchimistes, et ça remonte à tellement longtemps, qui pouvaient encore avoir une notion de cette proximité avec la nature qui nous a faite. Alors évidemment, des alchimistes, il en existe encore, mais ça devient très rare, et puis ils se cachent plutôt que de se montrer, parce que c'est tellement inimaginable tout ce qu'ils cherchent, parce que c'est pas ce qu'ils font. Évidemment, l'obtention de l'or, c'est pas une fin en soi, c'est toute l'intériorité, l'intériorisation de l'être lui-même qui est importante. L'alchimie existait aussi en Chine. Donc il y a vraiment des ponts qui peuvent se relier, mais c'est des choses qui remontent à tellement longtemps que nos enfants n'en ont même plus conscience et ne connaissent plus ça. Non, mais ça vaudrait peut-être le coup, justement. C'est
peut-être grâce à des choses un peu, enfin, grâce à toi, enfin, je veux dire, entre autres, grâce à Yoko, grâce à des gens comme ça, d'art ou de culture ou autre d'ailleurs, d'essayer d'ouvrir les yeux. C'est ce que j'essaye de faire, mais ici, c'est en France. Ouais. Alors après, je ne sais pas dans d'autres pays. C'est difficile parce que les personnes ne sont pas préoccupées par ça. Ils sont préoccupés par l'économie, ils sont préoccupés par la finance, par le fait de partir en vacances, d'aller faire leurs courses au supermarché. Mais après, le public français n'a pas accès à ça parce que ça n'est pas médiatisé et puis les médias n'ont aucun intérêt à parler de ça. Ça ne rapporte pas d'argent. Voilà, c'est clair. Donc, Mais le Japon aussi, ça, par contre, ça reste toujours ces grands maîtres. Parce que comme grand maître de Monseigneur, c'est 82 ans. Donc à partir de 70 ans, 82 ans, on dit que grand maître. Et moi, je ne suis pas grand maître parce que c'est pas assez de l'âge, c'est pas assez de l'expérience. Et là, c'est l'expérience qui me donne des choses. Beaucoup. C'était le cas en France. C'était le cas en France aussi où quand on atteignait un certain âge, on avait une certaine aura et un certain savoir. Et maintenant, on assiste à l'effet inverse, c'est-à-dire que on montre les jeunes parce que c'est à la mode. Alors je n'ai rien contre les jeunes parce qu'ils sont porteurs de beaucoup de choses novatrices et d'un regard totalement différent. Mais on a complètement mis à l'écart tous ceux qui ont cette culture et ce savoir, alors que les deux devraient marcher ensemble. On devrait en même temps regarder les jeunes et leur regard nouveau et aussi prendre avis des anciens. Or, dans la peinture, par exemple, ce sont les jeunes que l'on montre en avant, que les médias et l'État montrent, et tous les vieux sont relégués parce que ça n'est pas à la mode. Oui, ça c'est un peu dommage, ça. Parce que le domaine de calligraphie est signé des choses, par exemple le fleurs aussi, toutes des choses, par exemple judo, karaté aussi. C'est grand maître, c'est toujours quelqu'un de très d'expérience. Sinon, 20 ans, 30 ans, on n'a pas assez de l'expérience, c'est-à-dire on n'a pas mérité. Bien sûr. La maturité pour le comprendre, oui, voilà. Et puis il faut vivre longtemps, parce qu'il y a beaucoup de choses, doit penser, doit apprendre, se sentir. On n'a pas assez, par exemple, 20 ans, se sentir des choses, mais c'est pas comment dire, la vie était pas très comme ça, peut-être que c'était comme ça, mais l'âge de 82 ans, il y a plusieurs choses qui passent. Par exemple, il y avait la guerre qui est passée au Japon, il y avait des Hiroshima, c'est déjà avec beaucoup d'expérience. Donc, ils ont pensé beaucoup plus de choses, sentir beaucoup plus de choses, et étudier des choses de traduction ancien japonais. Donc, grand maître, c'est quelqu'un de vraiment de très important. Et c'est ce qui nous a manqué, nous. En fait, et on a eu une période en France où le savoir et les études étaient très importants. Et puis depuis plusieurs décennies, je pense que ça vient des gouvernements, ça, qui n'ont pas été suffisamment le savoir sur le devant de la scène. Je pense que j'en veux beaucoup aux hommes politiques. Mais ça vient de plus loin que ça, Odile. Mais ça vient peut-être. Mais j'ai constaté, moi, qu'il y a une trentaine d'années, quand j'étais étudiante, je trouvais que le discours politique devenait complètement creux. Et ce qui fait qu'après, toute la société a suivi, et que les jeunes, évidemment, étaient le reflet d'un certain dilettantisme. C'est encore plus vieux que ça. Ah, ça vient... moi, je placerais ce mouvement au début de l'ère industrielle, en fait. Il y a eu, quand il y a eu la grande scission entre les catholiques et les protestants. Les protestants ont réconcilié les gens avec l'idée de l'argent, etc. L'ère industrielle est arrivée là-dessus, on est passé dans un monde très matériel. Il y a eu des guerres là-dessus. Et pendant les guerres, les gens n'ont pas le temps de penser à une quelconque spiritualité. Moi, je pense que la spiritualité, c'est comme la sagesse, c'est quelque chose qui s'acquiert. Ça ne peut pas se délivrer à tout le monde en même temps. Ça ne peut être que le fruit d'un travail intérieur. C'est comme une étincelle qui couve sous la cendre. Ça couve, un jour, il y a un souffle d'air qui fait que ça devient une flamme.
tu ne peux pas généraliser l'idée de spiritualité à tout un peuple en même temps. C'est quelque chose qui doit Je s'acquérir. suis d'accord, mais quand tu avais un ministre de la Culture sous De Gaulle qui était Malraux et qui lui avait quand même des idées spiritualistes aussi, il pouvait orienter tout un peuple sur une découverte justement de cet art-là qui est profond. Or après, ça n'a pas suivi. Les ministres de la Culture n'ont, à mon avis, pas été à la hauteur de ça. C'est vrai qu'il n'existe pas que la spiritualité et l'intériorité dans le monde, mais quand même, c'est une partie importante. De passer de quelque chose de profond à quelque chose de tout à fait superficiel, il me semble qu'il y a un fossé qui est vraiment trop énorme et que c'est dommage qu'on ait laissé faire ça. Alors, juste, je voudrais poser une question, juste, peut-être. Est-ce que les nouvelles formes de retour à la nature, est-ce qu'on pourrait considérer que l'écologie, la prise de conscience écologique aujourd'hui serait une nouvelle forme de retour au respect de la nature qui serait différente de ce qu'on a pu connaître autrefois? L'écologie actuelle fait toujours référence quand même à une forme de matérialité. Oui. Elle ne va pas t'emmener vers un au-delà de toi, un imaginaire. Je suis d'accord. Et finalement, j'espère que Macron arrivera à réconcilier tout le monde, parce que l'idéal c'est ça, c'est une société qui parle, une société ouverte, et qu'il n'y ait pas toujours des segments qui s'expriment. Il faut que tout le monde puisse s'exprimer avec humilité et avec respect. Voilà, c'est ça le plus important. Il faut avant tout avoir l'humilité de pouvoir s'entretenir avec l'autre et de l'écouter aussi. On a peut-être été mangé aussi par le fait qu'on est de plus en plus nombreux. On évolue très vite et la société de consommation évolue aussi très vite. Ce qui fait qu'on a tout comme on veut, on jette, on prend, on jette. Donc je veux dire, les jeunes, comme tu dis, moi je parle au niveau de la culture et je le vois même là, ça va très vite, comme tu dis, on prend le téléphone, on s'instruit avec le téléphone, enfin on s'instruit, on apprend certaines choses par le téléphone. On pose, non mais ça remplace. Voilà. Et on ne va plus chercher, même quelque part, l'échange avec l'autre, avec l'humain, on prend plus le temps, quoi. Ça va très très vite. Non, mais je pense que c'est dramatique. Hein. Je pense qu'il va falloir soit stopper ça un peu. Ça va être difficile, hein. Ça va être dire. Parce que. Tu veux du whisky avec? Non, hein. Du whisky. Du bourbon. Ce serait du saké encore. Vous êtes le président de l'association franco-japonaise. Oui, déjà, ravi d'être ici, de vous avoir entendu. Parce que on sent, vous avez parlé beaucoup de votre inspiration zen, je ne vais pas réduire tout ce que vous avez raconté. Et on sent cette paix, ce calme aussi quand vous parlez, donc ça c'est très reposant pour nous aussi. Donc je voulais juste revenir là sur ce qu'on disait, sur ce danger qu'on a aujourd'hui avec toutes les choses qui vont trop vite, le manque de spiritualité, etc. Moi ce que je ressens aussi, en tant qu'utilisateur de ces technologies, en tant que je suis dans ce monde aussi, avec le boulot dans l'informatique, voilà, c'est un manque justement. Donc finalement je cherche quelque chose d'autre et je pense qu'il y a beaucoup de gens dans mon cas où on sent qu'il y a beaucoup de futilité et on n'est pas, il nous manque quelque chose. En plus je ne suis pas croyant donc ça n'aide pas. Donc effectivement je pense que naturellement aussi beaucoup de gens auront tendance peut-être à retourner un peu de source, à rechercher cette spiritualité. Enfin, ça c'est ce que j'espère en tout cas. Le problème, c'est qu'il faut qu'ils trouvent, donc ils aient sur leur chemin quelqu'un qui leur indique un chemin à suivre ou bien qui les révèle à quelque chose. Mais quand on vit dans un milieu qui va trop vite, on n'a pas forcément le temps de trouver sur son passage quelqu'un qui va vous happer pour vous dire ça existe. Parce que je suis persuadée qu'il y a des personnes qui ne savent pas que ça existe. Moi-même, si je n'avais pas fait certaines rencontres, il y a des choses que je n'aurais certainement pas appréhendées, ou je ne savais pas que ça existait, et des discours étaient totalement inconnus de ma part. Donc si on ne diffuse pas, si maintenant
cette connaissance-là n'est pas diffusée par les médias, je ne vois pas comment des personnes qui ne sont toute la journée derrière leur ordinateur ou derrière leurs écrans de télévision vont arriver à le découvrir. Ils n'auront pas l'idée eux-mêmes d'aller faire un stage, non pas d'informatique, mais d'aller faire un stage en pleine forêt ou pour écouter ce qu'on va vous dire les pierres, ce que les arbres ont à vous dire ou ce que l'eau a à vous dire. C'est pas possible, ça n'est même pas imaginable. C'est pour ça que je sens moi un grand danger de ce côté-là. Moi je trouve dommage que l'on ne diffuse pas cette chose-là davantage sur les écrans parce que là ça sera accessible à tout le monde. Les écrans et les écoles aussi. Et les écoles, oui, les L'éducation écoles est ils importante. essayent quand même avec les enfants, ils essayent de les sensibiliser. Là, pour l'instant, Mais- la galerie te diffuse. Pardon? Là, la galerie te diffuse en direct actuellement. Mais tant mieux. Mais tu vois, c'est l'occasion d'en profiter. Tant mieux. Alors je trouve qu'au niveau national, il n'y a pas Voilà. davantage de programmation, C'est de l'échange. d'émissions, des échanges avec des artistes, mais des artistes profonds, pas des artistes qui sont uniquement des professionnels de l'art économique. Les chaînes d'information, ils cherchent dans un entretien entre Pierre et Paul, il faut toujours trouver la punchline, le clash. Et c'est uniquement, au lieu de, on reste sur la forme au lieu d'aller vers le fond. Il y a des chaînes qui proposent des programmes qui sont plus profonds, il faut vraiment vouloir y aller. C'est pas la majorité du public. Le public, on le sait, va vers ce qui est de plus facile. À partir du moment où il doit faire un effort, il ne le fera pas. Alors, la télé, c'est un outil formidable, mais il aurait fallu l'utiliser de manière à éduquer une population, non pas à la rabaisser, mais au moins à faire évoluer, à la faire monter petit à petit dans les connaissances. Et l'outil de la télé, c'est quelque chose de formidable, mais il ne faut pas le réduire à un outil qui va rapporter de l'argent et uniquement ça. Mais je sais bien qu'ils ne veulent pas, c'est comme l'histoire des jeux, du pain et des jeux, voilà. On occupe la population, on va l'occuper avec le football qu'on regarde à la télévision. Et je ne vais pas reparler du football parce que ça va me mettre en colère. Non, on est du même avis. Hein, donc. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'émissions culturelles qui ont été annulées, qui n'existent plus. Beaucoup d'émissions, enfin certaines, il y en a certaines encore qui persistent, mais malheureusement elles sont très tard, elles sont tardives, donc ce qui fait que les enfants ou sont au lit ou ils sont sortis, bon, on ne voit pas, ils ne viennent pas. Et alors je dis pas que c'est forcément la télévision qui fait tout, parce que bon, les jeunes vont vous dire. C'est un outil facile. Voilà. C'est pas que je sois pessimiste, au contraire, moi je suis très optimiste dans la vie, mais c'est de voir, on pourrait faire émerger des choses, on a des outils formidables, mais il faudrait s'en servir avec sagesse et non pas simplement vouloir faire de l'argent avec ça. C'est en ça que je suis pessimiste en fait. Et une petite question au Japon, parce que nous on voit en France, mais vous en tout cas vous pouvez faire le pont justement avec ce que vous comprenez en japonais. Et donc les émissions japonaises, est-ce que justement il y a de la culture? Je pense que, alors là il y aurait beaucoup à dire sur la télévision japonaise. Je ne sais pas si Yoko tu seras d'accord avec moi, mais pas forcément dans le bon sens. Ah mince. Non, je trouve que la télé japonaise, alors certes il y a NHK, la chaîne nationale qui diffuse aussi des choses très très intéressantes, mais il y a énormément de choses, je peux dire futiles, de l'anticulture, des gens qui se tapent dessus, déjà très choquant quand on n'a jamais vu ça, et c'est vraiment à l'opposé de toute cette tradition japonaise. Enfin moi c'est comme ça que j'ai ressenti, donc c'est très étonnant, puisque c'est pas par la télé. Je pense que toute cette spiritualité, ces valeurs sont transmises, ça c'est sûr. Donc c'est transmis par les parents, par l'école. Non, plutôt moi, maître de calligraphie, maître de quelqu'un, c'est-à-dire quelqu'un de très âgé, et étudié très longtemps,
arrive l'autre personne et donner à l'autre personne. J'ai étudié Beaux-Arts à Kyoto, donc... Et pour tous les Japonais, ça se passe comme ça, c'est-à-dire que les parents leur amènent cette chose-là ou c'est un peu comme en France, je veux dire, chacun un peu se débrouille. C'est un peu comme en France, non? C'est-à-dire, par exemple, l'âge de 6-7 ans, on ne peut pas choisir. Les enfants qui ne peuvent pas choisir. C'est-à-dire, c'est ses parents qui doivent aller au piano, doivent aller à un foot. D'accord. Pour moi, c'était des choses culturelles, heureusement. Oui, donc ça revient à peu près. Et après, c'est beaucoup de gens qui s'arrêtent. C'est-à-dire, ça n'intéresse pas. Et puis, intéressé à l'autre chose. Oui, ou passionné. Oui, passionné à l'autre chose. Donc, beaucoup de gens qui s'arrêtent. Les premiers éducateurs, c'est quand même les parents. Après, l'école prend le relais, et après le secondaire prend le relais. Mais la société, qu'est-ce qu'elle en fait de tout ça? Effectivement, hein. C'est culturel. J'avais ressenti quelque chose de particulier à Kyoto lorsque un soir on se promenait et je me suis aperçu que les jeunes japonais pouvaient être habillés de façon très très jeune, très exubérante, avec les cheveux orange, etc. Magnifique d'ailleurs. Ça c'est extraordinaire. Et puis à côté, dans le même groupe, un japonais pouvait être habillé d'une manière extrêmement traditionnelle. Je pense que cette tradition, ça s'explique peut-être par le fait que pour un japonais, même lorsqu'il s'habillait, chaque geste était un geste qui était empreint d'une signification profonde. On n'a pas ces traditions en Europe. En Europe, on se fringuait à la mode sous Louis XIV et puis une autre mode sous Louis XV. Il ne viendrait jamais un jeune à l'idée à un jeune de s'habiller comme on s'habillait sous Louis XIV. Il serait ridicule, il n'oserait même pas mettre ça. Parce qu'on s'habillait toujours à la mode. J'ai l'impression qu'un japonais qui revêt un habit traditionnel, même dans tous les gestes qu'il fait au moment où il s'habille, il y a une part de spiritualité et que c'est ceci qui se véhicule à travers le temps, peut-être d'une manière totalement involontaire. Il y a des gestes qui forcent le respect et qui forcent la réflexion. Je pense que quand on met un jean et des baskets, bon, c'est pas la même chose que quand on met un habit comme le vôtre, madame, que vous vous habillez pas comme moi je me suis habillé ce matin. C'est pas possible. La manière dont vous attachez votre ceinture, je l'ai vu tout à l'heure quand vous la remettiez, c'est quelque chose, c'est un geste qui est un geste empreint de solennité parce que cette ceinture, il faut qu'elle soit portée d'une certaine manière et pas autrement. Je me demande si c'est pas toute cette symbolique en quelque sorte qui peut être liée au geste de véhicule, de s'habiller d'une certaine manière, qui fait que la tradition peut se véhiculer différemment. Mais c'est une analyse tout à fait personnelle. C'est le résultat d'une observation. Je ne sais pas si c'est vrai. Je me demande si tout le poids qu'on met dans le fait de se faire certains gestes et pas d'autres n'aide pas. Parce qu'au Japon, la tradition, c'est toujours resté. Toujours resté. Par exemple, le kimono ou des choses, toujours resté. Et chaque fois, ça revient à la mode. Heureusement. Que les jeunes s'habillent toujours en pensant à la manière dont ils le font. Par exemple, star actrice très connue, par exemple, mettre des kimonos très jolis à une fille qui a pensé j'aimerais être comme elle, habillée très belle, kimono, et puis mettre le kimono. Et puis là, de 20 ans, on a des cérémonies. Et traditionnellement, on met des kimonos, toutes les filles. Donc ça laisse des traditions. Oui, tradition, toujours. Il y a des fêtes de filles, il y a des fêtes de garçons, des choses qu'on fait à l'école. Par exemple, le 3 mars, c'est fête de filles, donc on met des poupées, tradition, toujours reste. C'est vraiment comment dire. Oui, il y a aussi certains poids sur la société. La tradition au Japon peut aussi, si on analyse bien dans le monde moderne, permettre aussi de faire perdurer certains comportements. Par exemple, je pense que la vraie émancipation des femmes au Japon, c'est quand même un problème, c'est un problème ouvert. Parce que les traditions font que les relations entre hommes et femmes au Japon,
c'est moins ouvert, moins libéré, moins libre qu'en Europe. Je pense que ça, monsieur nous dirait. Oui. C'est encore un vrai problème. Et la tradition, par contre, permet à ces choses de perdurer. Oui. Peut-être. Ouais. Je le vois même dans l'organisation aussi de la vie des hommes et des femmes. Voilà, j'allais dire traditionnellement, on va dire très souvent, les femmes vont, dès qu'elles se marient, arrêter leur travail. Donc elles vont souvent rencontrer leur mari sur leur lieu de travail. Donc elles font des études même longues, il n'y a pas de problème avec ça. Elles vont rencontrer leur mari, souvent elles vont se marier, arrêter, élever les enfants et prendre à la limite même un chemin différent du mari. Le mari va toujours travailler. C'est vraiment la conception de la famille qu'on a eu, il y a quand même assez longtemps. Moi personnellement, je ne peux pas vivre comme japonais, comme majorité japonaise, c'est-à-dire mariée avec un homme un peu macho. Et suivre Marine un peu macho et faire la cuisine pour mon mari, la famille, tout le temps, et puis donner parce que moi déjà quand j'étais lycéenne, j'ai déjà décidé d'aller dans le domaine de l'artistique. Tout à l'heure vous parliez de peindre les pieds nus. Est-ce que avant la peinture, pendant ou après, vous avez une sorte de rituel, des choses que vous faites toujours pour peut-être vous mettre en condition de peindre, je ne sais pas. J'ai plein de questions, donc je vais toutes les faire. Est-ce que vous avez des moments aussi où vous pouvez peindre, des moments où vous ne pouvez pas peindre, et même dans la semaine, enfin, je sais pas. Et voilà. C'est plus un processus artistique concret, parce qu'on a beaucoup parlé de inspiration, de tout ce qui vous a formé, et moi je suis très concret et j'aimerais bien savoir comment ça se passe, comment vous faites. Je mets toujours mes toiles au sol, par exemple, parce que ça vient de la technique que j'emploie moi, qui est quand même assez liquide. Mais un rituel avant, il y a un rituel. Oui, un peu comme faisait Yoko, c'est-à-dire qu'il faut s'arrêter et puis faire un peu le vide, même beaucoup, le vide autour de soi, de manière à ne pouvoir exprimer que ce qu'on a à l'intérieur sans être perturbé. Il se trouve que moi je suis dans un lieu qui est en pleine campagne, donc c'est pas du tout en ville, au milieu de la nature. Donc je suis pas dérangée. Je suis dans mon atelier seule. J'y reçois très peu de visites, c'est vraiment très rare. Et donc je peux travailler toute la journée comme je l'entends. Alors après, mis à part le fait de faire le vide et de me mettre pieds nus, il n'y a pas tellement de rituels. Il n'y a que celui-là, quoi. Et puis poser ma peinture à côté, mon seau d'eau, mon pinceau. Après, tout s'enchaîne. Tout s'enchaîne et les toiles elles doivent être faites, c'est assez instantané. C'est-à-dire qu'il faut que le geste soit juste, que la manière de poser le pinceau soit juste, ou même de poser un petit morceau de peinture. Enfin, on m'a demandé comment vous faites pour peindre. Est-ce que c'est du dripping? Je dis non. Oui, l'idée c'est tomber de la peinture comme ça. Maintenant j'utilise tout à la fois, ça veut dire ça peut être aussi bien le pinceau qui vient sur la toile que ne pas venir du tout. C'est un mix de tout ça. Et comme auparavant j'ai fait beaucoup d'expérimentations, si je pose le pinceau avec telle quantité d'eau, je sais que ça va me donner telle fusion, ou à peu près. Il faut évidemment que la toile soit bien positionnée, bien tendue. Les choses se passent parce que je les ai expérimentées avant. Mais généralement, mon pinceau ne se pose pas n'importe où sur la toile. Il y a des endroits bien précis parce que je sais que ça va donner à peu près ça. Alors, évidemment, suivant s'il fait chaud, s'il fait froid, et c'est le cas aussi quand je pratique la céramique raclée, je me suis aperçue que l'air ambiant, ou même moi, ma personnalité, ce que je suis à ce moment-là, va changer les choses.
quand je pratique le raku, je me suis aperçue que, suivant ce que moi j'étais, la manière dont je vais poser les pièces dans la sciure, dont le temps pendant lequel je vais les laisser réduire, tout ça va faire que les pièces, d'un jour à l'autre, avec le même émail, ne sortiront jamais de la même manière. Et c'est ça qui est assez extraordinaire, parce que ça va changer d'un jour à l'autre. Je peux utiliser le même émail, d'un jour à l'autre, ça ne donnera jamais la même couleur. Et je suis moi-même ébahie, parce que je ne comprends pas, et je n'ai pu l'expliquer que par le fait que soit un jour il va pleuvoir, ou un jour il va faire soleil, ou alors c'est moi qui ne suis pas aussi en fonction de ce qui se passe à l'extérieur, je ne réagis pas de la même manière. Donc le travail va être différent. Et la peinture, ça sera pareil aussi. Les réactions ne vont pas être tout à fait les mêmes suivant le jour et le moment où je vais les placer. Donc on n'est jamais maître tout à fait de rien. Je ne sais pas qui est le maître. Mais moi, je ne me sens pas maître véritablement de ce que je fais. Je ne suis qu'un vecteur qui maîtrise plus ou moins bien, mais le maître, c'est pas moi. C'est autre chose. De quoi elle a dit qu'il fallait être très 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 âgé. Très âgé. Quelqu'un est connu un grand maître de calligraphie, et je suis étonnée, grand maître de calligraphie à Toulouse. Mais ça n'existe pas. Mais même, je suis persuadée qu'un grand maître japonais, je ne sais pas s'il dirait qu'il est vraiment maître de quelque chose. Je suis persuadée que non. Parce qu'ils sont tellement sages qu'ils savent bien qu'on maîtrise quelque chose, mais on n'est pas maître de tout. C'est pas possible. Eh bien, merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, je vais retenir une phrase que la nature en fait est le temple de l'homme. C'est une phrase que vous avez écrite et voilà, c'est la manière dont je peux m'introduire aujourd'hui. Je voudrais savoir comment vous avez mené cette démarche spirituelle et qui vous a accompagné. Comment vous l'avez menée cette démarche? Je l'ai menée au départ, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a eu des personnes sur mon chemin. Déjà un besoin profond, comme certaines personnes maintenant le ressentent aussi, de savoir autre chose, d'explorer ce mystère qu'est l'homme et l'homme au milieu de la nature. J'ai commencé par étudier l'histoire des religions. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont orienté un petit peu. Une personne que j'ai côtoyée pendant 2 ans juste, et qui m'a appris l'histoire des religions, enfin une petite partie, parce que je ne suis vraiment pas calée en histoire des religions, mais qui m'a sensibilisée à autre chose, à une recherche plus profonde. Et c'est une personne qui est alchimiste, donc qui pratique l'alchimie maintenant, et qui a écrit quelques livres sur l'histoire des religions. En tant qu'alchimiste, il m'a indiqué et ouvert certaines voies que j'ignorais totalement. Ensuite, j'ai un petit peu étudié avec une autre personne qui pratiquait plutôt l'histoire des religions asiatiques, ou des philosophies asiatiques. Et ensuite, un prêtre catholique qui m'a appris l'hébreu biblique. Bon, je ne me rappelle plus dans quel ordre c'était. Je crois que c'est d'abord l'alchimiste, après est venu le prêtre catholique avec l'hébreu biblique, avec lequel je suis restée pendant. Et ce qui m'intéressait dans la pratique de l'écriture carrée, c'est le fait que ce soit une écriture sacrée, donc qui allait déclencher des choses. Et l'étude de la Genèse aussi, vraiment la création de la terre. Donc je me suis attachée à traduire quand même les versets de la Genèse. Pendant ce temps-là, je continuais à peindre, évidemment. Donc il y avait une évolution de la peinture qui se faisait. Et les peintures que je fais maintenant ne sont pas celles-là tout à fait, elles ne sont pas celles que je faisais quand j'étudiais l'hébreu biblique ou bien quand j'étais avec l'alchimiste. Évidemment, il y a toujours une évolution. C'est pour ça que quand on me dit cette peinture que tu fais maintenant, c'est pas toi. Ben, si, c'est moi à l'instant présent.
évidemment, on évolue tout le temps. Et c'est ces personnes-là qui m'ont amené petit à petit à évoluer, à m'interroger. Et la peinture reste aussi mon maître. Et je pense le plus important, parce que c'est elle qui me révèle petit à petit. Et qui, quand je vois le résultat sur la toile, il y a des choses qui se produisent et je sais qu'elle m'enseigne à aller un petit peu plus loin. Toujours un peu plus loin, parce que je me pose des questions. Quand je fais ce tableau, par exemple, que j'y vois certaines choses, eh ben, ça m'amène vers autre chose, et une étude différente, et une application différente. Alors après, ça reste toujours un mystère, et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs dans cette pratique-là. Il y a des femmes qui vous ont accompagné aussi, parce que vous avez... Des femmes et non, des femmes. Ah si, ma prof de tai chi, un professeur de tai chi et qigong avec lequel je suis restée pendant plusieurs années, qui m'a amené le calme nécessaire, je pense. Oui. Après, je peux pas dire non de femmes. Et après, je me suis débrouillée toute seule parce que dans cette aventure, j'ai pas eu l'impression véritablement d'avoir un maître, si ce n'est parce que c'est dangereux, c'est une pratique qui est, je veux dire, sur le fil du rasoir. On peut tomber d'un côté ou de l'autre. Alors, il y a des personnes qui peuvent tomber dans la folie quand il y a certaines choses qui se révèlent, qui sont trop fortes et qui sont tellement fortes qu'on a du mal à les encaisser. Alors, je pense que les phénomènes de folie viennent de ce côté-là. Soit on bascule d'un côté, on ne peut pas supporter la tension et l'énergie que vous ressentez, que vous absorbez. Soit après, vous arrivez à encaisser et à rester sur une ligne de rasoir qui est toujours... On ne sait pas, on peut tomber d'un côté ou de l'autre. Mais je ne sais pas comment, à certains moments, j'ai réussi à rester. Est-ce que vous avez aidé justement à revenir à la nature? Oui, c'est toutes ces connaissances-là. Et il y a un moment, j'ai arrêté de parler de spiritualité parce que je me suis rendu compte qu'en France, c'était très mal vu dans le domaine culturel de parler de spiritualité. Donc c'est quelque chose, un mot que j'ai banni de mon vocabulaire parce que les instances étatiques, enfin, les représentants de la culture française ne supportent pas ce mot-là. Voilà, pour être dans le coup, il faut surtout pas parler. Qu'est-ce que vous employez comme... J'emploie plus rien d'ailleurs, je ne parle plus. Je n'en parle plus, du moins pas aux représentants de leur officiel, parce que je sais que c'est un discours qu'ils ne peuvent pas entendre, qu'ils n'ont pas envie d'entendre, parce que ça n'est pas à la mode, ça n'est pas ce que la culture étatique leur a dit de montrer et de mettre en avant. Donc je ne parle plus de ça, et je n'en parle qu'à des personnes qui sont prêtes à entendre ça. Mais l'art officiel ne supporte pas cet art-là. Peut-être qu'avec des personnes au gouvernement plus éduquées et plus littéraires, on va peut-être revenir à ce temps-là. Je ne sais pas, je l'espère, évidemment, bien sûr. Mais moi, j'ai pensé que vous avez attaché des philosophies asiatique, c'est pour ça, c'est-à-dire c'est moins de gens qui arrivent à ce... Et avant d'étudier les philosophies d'Extrême-Orient, j'ai étudié celles qui nous concernaient, celles qui étaient de notre Occident propre. Donc il y a une richesse culturelle extraordinaire, mais très ancienne, qui maintenant n'a plus cours du tout, dont on a complètement oublié les fondements parce qu'on est passé à autre chose. Et c'est pour ça que je me suis tournée vers l'Extrême-Orient, parce que là, en Extrême-Orient, il y a encore un potentiel qui existe, alors que chez nous, on a tout balayé. Et voilà, c'est comme ça que j'ai pu évoluer en peinture. Après, je pense que mon seul maître, c'est quand même la peinture, parce que c'est elle qui me guide. Je ne sais pas l'expliquer. Je ne sais pas expliquer ça. La peinture est alimentée par la spiritualité également. Oui, mais c'est vraiment différent. Quand je dis qu'il y a un moment où on peut tomber dans la folie, c'est parce qu'il y a des choses très intenses qui viennent. Et le seul guide qui m'a fait rester dans quelque chose de sage, c'est le fait de pouvoir l'exprimer dans l'étoile.
Parce que je pense qu'il y a des personnes qui sont atteintes de toutes ces visions qu'on peut avoir et que d'autres artistes ont, qui sombrent dans la folie d'ailleurs. Le seul garant de cette stabilité, c'est la pratique de la peinture. C'est pour ça que je dis que mon seul maître, en fait, c'est la peinture. Ça reste très mystérieux. Je ne peux pas trop l'expliquer non plus, parce que je le ressens comme ça. Et j'ai toujours regretté de ne pas avoir un maître qui vraiment me guide en me disant, tiens, tu vas pouvoir aller comme ça, et tu vas aller dans tel chemin. J'ai essayé de prendre à droite et à gauche, aussi bien en Occident qu'en Extrême-Orient, mais je n'ai jamais vraiment eu un maître qui m'a accompagné. Et le seul maître qui m'est accompagné, c'est la peinture. C'est la seule chose qui puisse, à laquelle je me reproche quand même encore. Merci. Ça vient pas, ou et puis vous reprenez, ou alors vous jetez, vous recommencez. Si je sens que ça ne va pas venir, je ne fais pas. Sinon, ça va être raté, mais généralement, les toiles, je les fais comme ça, en un seul. Oui, c'est pour ça que je parlais de Shitao, le moine citrouille amer, qui parlait de l'unique trait de pinceau. Et le peintre chinois m'a dit, mais vous savez, on peut lever le pinceau quand même. Parce que moi, j'appliquais ça à la lettre. Je me disais, s'il parle de l'unique trait de pinceau, c'est que véritablement, il faut faire ça et puis ne jamais cesser de... Alors maintenant, je suis moins exigeante avec ça. Non pas depuis qu'il m'a dit ça, mais depuis que j'ai pris une certaine liberté en me disant, je peux faire ça. Mais généralement, la peinture, si je reviens dessus, c'est qu'elle n'est pas profondément aboutie. Bon, ça m'arrive maintenant de revenir sur certaines choses parce que je deviens tatillonne et je ne devrais pas l'être. C'est mon côté occidental qui reprend le dessus. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne me plaisent pas et je me dis, tiens, là, je vais noircir un peu. Mais c'est vraiment très rare que ça porte sur des toutes petites choses. Genre sur une toile de 2 mètres par 2, par exemple, ça fait pas beaucoup. Mais bon. Non, mais et en plus, je ne connais pas très bien. C'est vraiment de la peinture et non pas de la teinture. C'est de la peinture. C'est de la peinture, oui, c'est pas de la teinture. Non, parce que je ne me suis jamais penchée. Là, c'est le carré plus. Alors, si, c'est lavable, bien sûr aussi. Ah ouais, moi, je les ai déjà passés, oui, parce que j'expérimente tout ce que je fais. Il faut que ça tienne. C'est superbe, hein, aussi. Ça tienne. Non, il faut que ça tienne. Elle a fait des... Et celui-là aussi, le bleu. Ouais, le bleu aussi est très bon. La couleur. Tu as peint sur la vaisselle aussi, tu as fait des services. Ah oui, les services, la mosaïque. Oui, sur des assiettes. J'ai fait tout le service pour le mariage de ma fille. Oh là là, bravo. Elle m'a regardée, elle m'a dit, oh maman, ça, nous les jeunes, maintenant, on s'en fout. Et voilà. Je lui ai dit, écoute, je le fais, tu seras contente un jour de la voir. Elle est très contente. Elle l'a quand même pas laissé, non, elle l'a pris. Vraiment très bon, félicitations. Voilà. Non, c'est vrai que... Des expérimentations. Mais oui, c'est les petits formats, quelque part. Enfin, celui-ci, quand même... C'est autre chose, c'est un plus grand. Écoute, franchement, merci Odile pour ce bon moment qu'on a passé ensemble. Merci Yoko pour nous avoir fait découvrir la calligraphie et justement ce pont, comme disait Odile, entre le Japon et la France. C'était vraiment agréable. Ah, oui. Merci à Monsieur Laurent, parce que vraiment c'est grâce à vous que... Non, mais bon, ben oui, mais vous avez... c'est important de savoir quand même qu'il y a une association franco-japonaise. Et en plus de ça, pas loin, elle est à la Bèche. Donc, oui, elle n'est pas très loin. Donc, merci à vous tous, en tout cas, d'avoir été là. Et merci à vous aussi. Oui, merci à vous aussi, grâce à ce lieu de faire. Ah oui, c'est avec plaisir. Vous donnez vie à ces rencontres. Non, c'est l'essentiel. C'est ce qui est bien, c'est voilà, c'est ça, c'est cet échange. Et c'est important. C'est important. Très, très important. Merci. Merci à tous. Merci à tous. T'as eu chaud. T'as eu chaud, mais c'était super. Quelle aventure. Non, mais c'était... Ah ouais.